suis au CNRS. La dynamique piétonne fait partie du cœur de mes thématiques de recherche, mais un peu plus généralement, ce à quoi je m'intéresse, après avoir étudié la physique de la matière qui se déforme, c'est la physique des gens qui bougent, donc la physique de la mobilité urbaine. Pour cet exposé qui prendra de toute façon son temps, n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé pour des problèmes de compréhension. Au contraire, je pense que ça ajoutera une partie un peu plus vivante à cet exposé. Bien, à ce stade, la logique voudrait que je vous expose le contexte des travaux, les enjeux qui entourent la thématique des piétons et aussi la manière dont ça s'inscrit dans un système complexe. Je me permettrai de ne pas le faire, ou plutôt de reléguer cette partie aux dernières slides. Plutôt que cela, je voudrais, en guise de mise en bouche, vous présenter quelques vidéos de foules avec l'idée de vous montrer ce que l'observation des foules recèle de beauté, de promesses d'amusement aussi et de richesse scientifique. Pour commencer, si vous vous baladez à Lyon pendant la fête des Lumières, notamment sur la place des terreaux, et que vous assistez à un des cycles de projection sur les façades, de 6 minutes environ chacune, et si encore plus vous avez l'occasion, comme ça a été notre cas, d'observer ce qui se passe de haut, vous ne manquerez pas de constater à quel point, sur chacun de ces cycles de 6 minutes, la dynamique de la foule se reproduit de manière visible avec, à la sortie, à l'évacuation de cette place des terreaux, des flux qui se divisent pour rejoindre les deux sorties à peu près toujours au même point. Autour de la fontaine centrale, des flux qui sont ralentis, donc une dynamique plus lente, comme si on avait une couche limite ralentie, et puis des zones de plus forte densité qu'on peut mieux montrer du doigt en traçant les cartes de chaleur de la densité, comme vous voyez en bas à droite. Et ceci, enfin, cette reproductibilité, alors même que les gens diffèrent sans cesse, alors même qu'il n'y a pas le même nombre de personnes sur la place à chaque cycle, et qu'en fait, tout le monde ne va pas dans la même direction, ce que vous voyez avec les flèches de vitesse, où vous voyez beaucoup de gens aller à contre-courant. Donc, reproductibilité malgré des différences notables. Après la foule lyonnaise, si vous voyagez à peu près 1000 km vers l'ouest, vers Pampelune, à l'inauguration, à l'ouverture plutôt, de la Sainte-Hermine, vous pourrez, comme l'équipe de Denis Barthelot, observer le mouvement très caractéristique de la foule, son agitation qui se produit, et où on aimerait bien voir, on a l'habitude de voir, un mouvement chaotique, turbulent. Ce que ces chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, il n'en est rien, plutôt que le chaos apparent, vous avez affaire à un mouvement assez régulier, assez ordonné. Plus précisément, il y a des orbites cycliques quand vous suivez un piéton. Et donc, ce que l'équipe de Denis Barthelot avance comme argument, c'est que ce serait quelque chose de caractéristique des mouvements de foule dans des situations critiques, que ces orbites périodiques. Donc, encore une fois, une régularité malgré un désordre apparent. Et puis, un dernier exemple, quelques jours plus tard, dans cette même Sainte-Hermine, les taureaux sont lâchés dans les rues, les coureurs, pour leur échapper, fuient devant eux et cherchent à entrer dans le stade que vous avez dans la partie avant de l'écran, avec une ouverture large de plusieurs mètres pour y pénétrer. Or, cet épisode de la Sainte-Hermine en 2013, ce que vous allez voir apparaître, c'est un bouchon monstrueux qui se produit à l'entrée de l'arène, alors même à nouveau, il n'y a pas d'obstacle matériel, la porte est assez largement ouverte, et vous voyez donc s'amonceler les gens, un vrai bouchon humain à cette entrée du stade qui est issu de la dynamique collective des gens. Donc on va le voir un peu mieux. Vous voyez les gens se comporter comme ils le feraient, comme peut-être vous le feriez avec des taureaux juste derrière vous, donc des choses assez peu civilisées. Heureusement pour les participants, en fait, les taureaux que vous ne voyez pas arriver là, mais qui vont arriver un peu après, sont un peu plus civilisés que les gens juste devant, et en fait, eux n'ont pas foncé dans ce bouchon énorme. Bien. À partir de là. Donc, toute la question autour de laquelle je vais articuler l'exposé, c'est ce qu'on a besoin de faire, le cadre théorique qu'on a besoin de mettre en place pour s'attaquer à la description quantitative autant que faire se peut de la dynamique des foules piétonnes. Donc, que peut-on faire pour les décrire, quel cadre mettre en place? Dans un premier temps, à cette question, vous pourriez être saisi de découragement en vous disant que devant les abysses insondés, d'ailleurs peut-être insondables de la conscience humaine, de l'inconscient même, qui affecte bien la manière dont vous vous déplacez, dont vous marchez, il n'y a rien à faire. C'est perdu d'avance.
En fait, il y a deux facteurs au moins qui viennent à votre rescousse, qui vous sauvent de votre tentative d'expliquer quelque chose du mouvement des foules. Le premier facteur, c'est en fait que vous ne vous intéressez pas à tout ce qui se passe au cours, tout ce qui se passe dans la tête du piéton, qui est un processus très complexe, de haute dimension, mais simplement à une projection de tous ces effets sur un espace de basse dimension. Typiquement, ce qui nous intéresse, c'est les vitesses, les positions. Donc, c'est juste cette ombre portée que vous avez sur un espace de très basse dimension. Donc, il y a des chances que ce soit plus facile à capturer cela plutôt que la dynamique de l'ensemble du système. Et puis, il y a un autre effet majeur, c'est qu'en fait, c'est plus facile de décrire 1000 piétons qu'un homme en particulier. En gros, vous vous reposez sur le pouvoir de la statistique qui va balayer les aspérités du comportement individuel. Ce serait bien difficile de vous dire ce qui va se passer pour le piéton que je vois à travers la fenêtre. En revanche, pour une foule de piétons, statistiquement, il y a des chances que cette incertitude qui entache l'étude de l'individu disparaisse quand il est statistiquement noyé dans une foule. Or, ces deux effets, c'est des choses sur lesquelles on se repose beaucoup en physique statistique. Donc, la première intuition qu'on pourrait avoir, c'est que comme il y a ces mêmes questions de distribution statistique plutôt que focalisation sur l'individu aussi dans notre domaine, et bien on pourrait faire exactement pareil que dans cet autre domaine qu'en physique statistique. Et c'est en effet une des premières approches qui ont été proposées il y a 30 ans pour le modèle qui est resté le plus célèbre dans le domaine, qui s'appelle le modèle des forces sociales, 50 ans pour ses lointaines prémices. Et ce modèle, dans la veine de ce que je viens de dire, postule que ce qui se passe pour des piétons, c'est la même chose que ce qui se passerait pour un corps soumis à une dynamique newtonienne. Autrement dit, les interactions sociales du piéton vont être semblables à des forces qu'il faudra insérer dans une équation de Newton. Donc à partir de là, le modèle écrit tout simplement, comme pour un corps physique, une équation de Newton, dans laquelle l'accélération que subit chacun des piétons, celui en vert par exemple, est régie par une somme de forces qui sont typiquement des répulsions par rapport aux autres piétons, mais auxquelles il faut quand même adjoindre le fait que le piéton a envie d'avancer. Donc en gros, ce sont des grains tirés. Tirés par quoi? Par le terme que vous voyez en bleu, à savoir une direction EI vers l'objectif visé par le piéton et une volonté de se déplacer à une certaine vitesse scalaire VI0. Donc vous avez un terme qui va guider, qui va conduire le piéton, et ensuite un certain nombre de forces qui vont le faire dévier de ce qu'il aimerait faire idéalement. Mais en fait, c'est presque le plus simple que vous pouvez faire dans un modèle d'agent, et ça marche déjà pas si mal dans certaines situations qui sont notamment fortement contraintes géométriquement. Avec ce type de modèle, vous reproduisez déjà bien les fils qui se forment dans les rues, dans deux directions distinctes ou dans des couloirs où vous voyez vraiment des fils, des lignes de gens se former. Vous pouvez relativement correctement décrire aussi la dynamique intermittente lors d'évacuations compétitives, donc quand toute une foule extrêmement pressée cherche à franchir un rétrécissement. Et en particulier, c'est sur la base de ce modèle qu'a été évoqué d'abord l'idée de phénomène faster slower, donc vouloir se déplacer plus vite, c'est finalement sortir plus lentement. Autrement dit, quand vous tracez le temps global d'évacuation d'une salle, d'après ce modèle, en fonction de la vitesse désirée par les gens, sur la gauche du graphe, vous avez quelque chose d'intuitif, les gens veulent aller plus vite, ils sortent plus vite, très bien. Et quand vous leur demandez d'aller encore plus vite, il y a un phénomène légèrement contre-intuitif qui se produit, à savoir que l'évacuation va durer plus longtemps. Pourquoi? Pour une raison en fait pas si difficile à comprendre, c'est que des bouchons vont se produire et vont être plus robustes quand les gens pousseront plus fort, donc voudront aller plus vite. Et cet effet vu dans le modèle, en fait, était confirmé empiriquement 20 ans plus tard dans de belles expériences menées par Iker Suriel à l'Université de Navarre, à Pamplune, où cet effet a bien été vu. Autrement dit, ils ont demandé à une foule de sortir avec une compétitivité relativement modérée, et à une autre foule après de sortir d'évacuer avec beaucoup plus d'envie, d'empressement, en observant que finalement la foule de forte compétitivité est sortie un peu moins vite que la foule de plus faible compétitivité. Donc c'est un effet qui est assez captivant pour l'œil scientifique, parce que c'est un peu contre-intuitif quand même. On demande aux gens, même en pratique, pas que dans un modèle, de sortir plus vite, et en réalité, ils évacuent plus lentement.
Ce que je suis obligé de dire, et a fortiori si c'est enregistré, parce que c'est en fait un consensus dans le domaine que cet effet, théoriquement, il est captivant. En pratique, c'est pas l'effet le plus important dans des situations d'évacuation pratique. Autrement dit, le risque est plus fort en moyenne que vous ne vous dépiéchiez pas assez plutôt que vous arriviez dans cette situation compétitive. Qui arrive aussi, il y a des accidents énormes, avec des pressions monstrueuses qui se bâtissent autour de certains rétrécissements, mais disons que c'est un peu la pointe de l'iceberg. Et la partie cachée de l'iceberg, c'est la partie où les gens ne se dépêchent plus assez pour sortir tant on leur a répété qu'il ne fallait pas se presser. Bien. Cet effet-là de faster slower, on le voit dans des foules homogènes. On le voit aussi dans les foules un peu plus hétérogènes auxquelles on a prescrit des comportements donc soit égoïstes, soit polis, dans des expériences qu'on a menées en Argentine avec Marcelo Kupperman, où voilà, malgré l'hétérogénéité des comportements, la dynamique globale d'évacuation, elle ressemblait assez à ce qu'il y avait dans le cas de gens auxquels on aurait donné tous les mêmes consignes. Le premier message là, c'est qu'un modèle aussi simple que celui que je vous ai décrit avant, qui ne sort pas trop du cadre de la physique, il est relativement acceptable dans certaines situations très contraintes. Relativement acceptable, il faut quand même être un peu prudent sur les termes. Le premier inconvénient, c'est qu'on décrit les piétons comme des cercles, essentiellement, dans la version la plus naïve du modèle en tout cas, et que ça, si vous prenez pour rayon d'un de ces disques le rayon, enfin, la largeur d'épaule, la demi-largeur d'épaule des piétons, ça ne marche pas du tout. En gros, vous ne dépassez pas une densité de 4 piétons par mètre carré, qui peut-être vous allez relever, enfin, il faut quand même mettre 4 piétons sur un carré de 1 mètre sur 1 mètre, donc ça a l'air de faire beaucoup. En réalité, c'est plus faible que ce que vous avez dans un métro bondé, vous avez facilement 6-7 personnes par mètre carré. Donc il y a une première approximation du modèle, celle de la forme, qui devra être levée de toute façon. En fait, ce n'est pas si compliqué à le lever, et c'est ce qui a permis à Oscar Dufour, qui a fait sa thèse avec moi, de passer de charmantes heures en compagnie d'images de cadavres, plus précisément que de cadavres, de tranches de cadavres conservés par cryogénie, qui ont été entièrement coupés pour en voir la forme précise. Et ce qu'il a cherché à faire avec ces charmantes observations, c'est à décrire de manière simple, donc là, avec une superposition de disques, une forme proche de celle du piéton réel, à largeur de buste à peu près, pour être en mesure, dans la simulation, de mieux rendre compte des densités qu'on observe vraiment dans la réalité, de la dynamique observée. Oui. J'ai juste pas compris le lien entre les cadavres et les piétons. Donc les cadavres là ont simplement servi à créer une forme qui s'approche bien davantage de celle des piétons que les disques. Autrement dit, en consultant ces images, il a juste suivi les contours, enfin testé les formes qui reproduisent le mieux les contours selon lui et arrivé à ce type de forme avec une superposition de disques qu'il a ensuite mis dans la simulation. C'est le seul lien qu'il y avait, mais rien que cette étape permet d'atteindre des densités plus proches des densités maximales qu'on obtient dans la réalité. Bon, ça, ne nous cachons rien, c'est assez technique. On change de forme, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à faire pour nous rapprocher de vrais comportements de piétons que de changer leur forme? Sans doute si. Et en fait, la raison pour une preuve qu'il faille aller au-delà apparaît dans les vidéos promotionnelles des compagnies, notamment PTV, qui aussi vendent des logiciels qui s'appuient très fortement, toujours aujourd'hui, sur ce modèle d'effort social que je vous ai décrit. Ça date d'il y a 15 ans, cette vidéo, donc on peut faire mieux en 3D actuellement, mais en termes de dynamique, c'est pas si mal. Sauf que si vous regardez attentivement, notamment au début, vous avez un nombre de collisions beaucoup trop important, notamment en bas de l'escalier, donc des gens qui se rendent dedans sans raison. Donc en fait, ce modèle de force sociale, qui s'inspire de la mécanique granulaire, il rend mal compte de l'évitement des collisions. Vous avez plein de gens là, notamment, dont vous avez l'impression qu'ils se parlent. Non, pas du tout. C'est juste que le modèle n'arrive pas tout à fait à les faire s'éviter de manière convenable. Donc assurément, il manque quand même des choses par rapport à cette vision purement granulaire du modèle circulaire des forces, le plus naïf des forces sociales. Une autre preuve, qu'on va essayer de tirer d'expérience plutôt que de vidéo, c'est que quand vous faites un évitement de collision dans le code, avec le modèle que je vous ai décrit précédemment, et que vous faites varier la vitesse désirée des gens, soit quand vous augmentez leur vitesse désirée, vous leur demandez d'aller plus vite, ils se rentrent dedans, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare, donc il y a quelque chose à améliorer, soit si vous prenez garde que les gens ne se rentrent pas dedans à forte vitesse, parce que là, quand vous les simulez à plus basse vitesse désirée, ils ont des évitements comme ceux que vous voyez sur le graphique ici, à savoir qu'ils vont s'éviter de manière tout à fait brusque et
assez peu réaliste en suivant la trajectoire, par exemple, que vous voyez envers sapin. Donc, assurément, il y a mieux à faire en termes d'évitement que ce qu'on a. Oui. Mais là, du coup, dans cette expérience, les bustes restent perpendiculaires à la trajectoire ou pas? Oui. Donc là, dans les simulations, dans la réalité, pour le couloir simulé ça vient d'expérience de Edim Saïd pour les données contrôlées, le couloir était relativement étroit, mais pas étroit au point où les gens avaient fortement tourné leur buste. Et dans le modèle, là, on ne s'est pas appuyé sur le modèle qu'a développé Oscar, c'est vraiment le modèle des forces sociales le plus naïf qui soit, avec des cercles, donc il n'y a même pas de buste, et l'image, là, c'est juste une image. C'est comme ça. Donc, assurément, il manque quelque chose pour l'évitement. En fait, il manque quelque chose au-delà même de ces situations d'évitement, ce que je vais essayer de vous montrer avec d'autres expériences qu'on a faites, avec notamment Cécile Appert-Roland il y a un certain nombre d'années, 8-9 ans, où on s'intéressait à la traversée d'une foule statique par un obstacle. L'obstacle, ça peut être une ambulance, qu'on a observé dans la réalité, une voiture. Je vous ai montré la vidéo la plus drôle, celle qui vient des expériences contrôlées, où on enveloppe un participant, en l'occurrence Étienne, dans un cylindre type bibendum, et on lui fait traverser la foule, avec cette idée de voir simplement comment la foule répond à cette traversée. Bonne nouvelle, les réponses de la foule se ressemblent entre les différentes situations, selon que ce soit une ambulance qui passe, une voiture qui passe ou Étienne avec son cylindre, la réponse présente de fortes similitudes. Deuxième bonne nouvelle, c'est robuste. Autrement dit, il n'y a pas besoin de moyenner sur des centaines et des centaines de réalisations pour avoir un schéma de réponse de la foule cohérent. Et puis, il y a quand même une mauvaise nouvelle, et j'y arrive, c'est qu'en fait, la réponse que vous observez, pour robuste qu'elle soit, elle diffère fortement de ce que vous prédit le modèle de force sociale, ou bien la réponse d'un milieu granulaire, enfin, de grain de sable que vous mettez sur un tapis. Je vais être un petit peu plus précis. À la traversée de la foule, quand vous regardez la carte de densité autour de l'intrus, la personne qui traverse la foule, vous avez un tunnel qui s'ouvre devant lui, un peu comme la mer Rouge qui s'ouvre devant la personne qui passe, ce qui manifestement ne va pas avoir lieu dans le tapis granulaire au travers duquel on fait passer un obstacle, qui ne va pas non plus avoir lieu dans les simulations avec le modèle que je vous ai décrit précédemment de force sociale, où c'est l'inverse qui se produit. Devant le cylindre, vous avez un amas de gens qui sont juste poussés par le cylindre, ce qui ne correspond pas à la réalité. De manière peut-être encore plus frappante, quand vous regardez la manière dont les gens qui composent la foule se déplacent autour du cylindre, vous voyez qu'ils se déplacent avec des pas latéraux. Je suis presque prêt à parier que c'est ce que vous auriez aussi fait, vous déplacement latéralement, alors que ce n'est pas du tout ce que font les grains qui sont poussés, et ce n'est pas non plus du tout ce que prédit le modèle des forces sociales, où vous avez des déplacements qui sont plus radiaux, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être poussés, mus par l'obstacle qui se déplace, à la place d'anticiper son arrivée en se décalant sur le côté pour le laisser passer. Conclusion de cette toute première partie, il faut plus. Il faut plus que le cadre purement physique que je vous ai présenté. Et donc, la question, c'est que faut-il de plus que ce cadre-là? Je pense que vous aurez compris que ce qui manque encore, c'est un aspect décisionnel. On a pris en compte des ingrédients physiques ou mécaniques. Pour l'instant, on n'a rien mis à la place de la tête du piéton, du cerveau du piéton, si vous voulez, pour rendre compte de ces décisions. Donc, évidemment, ce que je vais vous présenter dans cette partie, s'appuiera sur les piétons. Je pense que c'est une portée un peu plus large pour se demander ce qu'il se passe qu'on peut espérer faire quand on va essayer de quantifier, de mesurer des choses humaines, donc des comportements humains, ici aussi simples que des trajectoires. Donc un piéton, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo un corps qui est soumis aux lois de la mécanique, de la physique ou de la mécanique, en particulier aux lois de Newton. Cette partie, ce sous-bassement mécanique, c'est à peu près celui que je vous ai décrit avant. C'est vraiment des lois de Newton qui régissent le comportement de tout forcément. Sauf qu'il y a quelque chose au-dessus, ou en dessous, ou à l'intérieur de ce corps mécanique, c'est un processus de décision qui va sélectionner la vitesse que va chercher à adopter le piéton, donc la vitesse désirée. C'est cette partie-là qu'il s'agit d'écrire, de voir comment faire pour décrire ce processus de décision. Avec un peu plus de détails que sur le schéma précédent, on a donc un corps, le corps du piéton, qui va se déformer grâce aux muscles. Par cette déformation, en interaction avec le sol, il va pouvoir s'auto-propulser. Mais cette force de propulsion dont je vous parle est elle-même contrôlée par la décision, donc par l'état interne du piéton, qui va lui dire vers où se déplacer et comment réagir aux autres piétons en présence, vers où se diriger. Ça a l'air compliqué comme ça, peut-être que ça l'est. En fait, la manière la plus simple de voir
les choses, c'est comme une voiture télécommandée dans laquelle le pilote est dans la tête du piéton. Pour le dire autrement, je serais presque prêt à parier qu'on n'aurait pas essayé de mettre un modèle d'effort social comme celui que je vous avais décrit pour une voiture télécommandée. Parce que pour la voiture télécommandée, c'est très clair que le pilote, c'est une entité séparée de la voiture mécanique qu'il a à piloter. Donc il y a besoin de deux équations, il y a besoin de deux cadres. Ce qu'on a peut-être omis parce que dans le cas du piéton, le pilote il est à l'intérieur de soi-même. Mais on va essayer de rétablir cette dichotomie, cette différence entre la décision et la partie physique. Donc pour la partie décisionnelle, ce que je vais vous proposer dans la suite, c'est d'écrire la vitesse qui va être choisie, qui va être souhaitée par le piéton, comme l'optimum d'une certaine fonction de coût CI. Il va optimiser quelque chose, le piéton. Voilà, je ne sais pas exactement qui j'ai dans l'auditoire face à moi ni en ligne, mais à ce moment, c'est le moment précis où il y a des économistes, économétristes, ça leur va, ça passe comme une lettre à la poste. Je viens de dire, en revanche, c'est l'insurrection en présence d'autres communautés qui se récréeront que, attendez, vous supposez que le piéton est rationnel, même infiniment rationnel, qu'il optimise une certaine quantité, alors qu'il n'y a pas du tout de preuve de ça, et sans doute que le piéton dans la rue, vous ne l'imaginez pas en train d'optimiser quelque chose, de faire des calculs pour vraiment optimiser quelque chose. Oui, mais je pense qu'en termes de communauté, c'est presque une preuve de ce que j'avance. Donc de fait, il y a au moins une différence de communauté. Je n'ai pas une réponse absolue, mais ce que je prétends, c'est que ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas de savoir si vraiment il y a un processus d'optimisation qui opère dans le piéton. Ce que je peux vous dire de manière ferme, c'est qu'à chaque réalisation d'une expérience, d'un déplacement dans la rue, on observe une certaine vitesse. Donc j'appelle oméga la réalisation et je dis qu'on observe quelque chose, c'est la vitesse. Et mathématiquement, j'ai toujours le droit d'écrire cette vitesse comme le minimum d'une certaine fonction. Autrement dit, j'ai le droit de construire une fonction C, qui peut être entièrement abstraite, dont le minimum va être atteint pour la vitesse observée. Et tout le jeu, ça va être de voir si cette fonction, elle dépend de manière incontrôlable de la réalisation oméga, donc de quand ça se passe, de exactement ce qu'il y a dans la tête des gens, ou si il y a une manière simple d'avoir une expression pour ce coût qui va bien rendre compte de la réalité. Donc c'est un jeu, dans la suite de l'exposé, de trouver comment exprimer ce coût qui va permettre de bien rendre compte de ce qu'on observe dans la réalité. Dans d'autres enceintes, dans d'autres lieux, j'aurais passé cette page. Je profitais ici d'être à l'EHLSS dans des murs qu'Arenté compte peut-être encore l'esprit de Jean Petitot, pour tenter une analogie un peu audacieuse peut-être, mais l'idée de cette question de rationalisation, pour moi, elle est similaire à celle de la finalité formelle subjective de Kant, à savoir que, en résumé, vous considérez une coquille, un coquillage, sa forme vous agrée, vous le trouvez beau. Et en même temps, vous êtes saisi du fait qu'elle est tout à fait contingente, elle aurait pu être toute autre. De plus, votre raison sait que ça appartient au royaume de la nature. Donc ce qui va contrôler la forme en bas de l'échelle, c'est des processus physico-chimiques. Mais votre raison n'est pas capable, à partir de ces processus tout à fait élémentaires, de remonter à l'organisation globale. La manière dont vous, dans votre raison, va pouvoir se saisir de l'objet, de la forme, c'est de lui apposer une finalité formelle subjective. De faire comme si une idée directrice eût présidé à l'organisation de ce corps, comme s'il y avait eu une finalité quelque part. Et c'est l'idée de cette finalité formelle subjective. Et ce comme s'il est vraiment critique. C'est la même chose, en tout cas c'est analogue ou apparenté à ce qui se passe pour la vitesse. Est-ce que cette fonction que je construis, CI, c'est vraiment un coût que minimise le piéton? Honnêtement, je l'ignore. Mais libre à vous de l'interpréter comme tel pour comprendre ce qui se passe. Bon. Cela y est, bon, est-ce que c'est vraiment juste des mots ou est-ce qu'il y a une réelle différence entre ce que je viens de vous décrire avec des coûts par rapport à ce qu'on faisait précédemment dans un cadre physique? Oui, je pense que la réponse est clairement oui, ce qui a été montré dans ce bel article. Il ne concerne pas du tout les piétons de Grovin, Pablo Jensen, Eric Bertin et le moi d'il y a une quinzaine d'années, où il s'intéressait au modèle de Schelling, donc un modèle qui en sciences sociales décrit notamment la ségrégation spatiale à l'œuvre dans les villes, avec ceci de surprenant que chacun des agents, qu'ils soient de couleur verte ou rouge, préférerait idéalement vivre dans un environnement mixte, donc entouré de rouge et de vert. Mais la réalité, quand vous simulez
le modèle, c'est que malgré cette préférence dans l'idéal, en faisant se déplacer chaque agent selon ses propres choix, vous aboutissez à une situation ségrégée où les rouges vivent avec les rouges, les verts vivent avec les verts. C'est un résultat tout à fait différent quand vous utilisez ces coûts individuels de ce que vous auriez obtenu dans un cadre physique où vous minimiseriez une énergie globale, où le système évoluerait pour aller vers l'optimisation d'un bénéfice collectif, d'un optimum global. Donc il y a une vraie dichotomie entre le cadre plus issu de l'économie à gauche, où on aboutit à un équilibre du donnage, et à droite, où on cherche, en tout cas on est dirigé vers un optimum global. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez connu en théorie des transports. On parle d'un optimum système dans le cas de droite, alors que dans le cas de gauche, c'est l'équilibre qu'on trouve, donc un équilibre de Nash entre les utilisateurs. Donc, différence importante au passage vers des coûts individuels. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental encore qui se passe, mais de moins frappant quand on passe d'énergie globale comme en physique à des coûts individuels comme en économie, c'est qu'alors que la dynamique de chaque agent, c'est à peu près la même. En gros, si j'ai une variable S, peu importe ce que c'est, je veux dire que cette dynamique, elle est contrôlée soit par le gradient d'un coût individuel, soit par le gradient d'une énergie globale. Ça se ressemble. On a remplacé les lettres U par C et I. A priori, ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est qu'en fait, il y a une différence notable. C'est que dans le premier cas, théorie des jeux, économie, chaque agent optimise en fonction de son propre potentiel. Et donc, les interactions, donc la manière dont I agit, donc K agit sur J, n'est pas forcément la même que la manière dont J agit sur K. Autrement dit, dans un cas, on a des dérivées croisées qui sont égales, dans l'autre cas, des dérivées croisées qui n'ont aucune raison d'être égales. Ce qui se résume dans le modèle de Schelling précédent. Pardon. À dire que vous n'êtes pas sensible à l'effet que vous produisez sur votre voisin quand vous quittez votre territoire, alors que dans un équilibre global, chaque piéton qui part, chaque agent qui va partir de son environnement initial est sensible non seulement à son gain personnel, mais en plus à l'état dans lequel il laisse le quartier qu'il a abandonné. Ce qui n'est pas le cas. À nouveau, n'hésitez pas, s'il y a des aspects vraiment peu clairs ou tout simplement pas compris, interrompez-moi, ce sera volontiers. Ce que j'ai cherché à vous dire là, donc, première étape, on passe d'un cadre physique qui est insuffisant à un cadre de décision avec des coûts. Je vous ai montré que ça pouvait avoir un impact majeur dans d'autres domaines, par exemple ce modèle de Schelling. La question, c'est maintenant qu'on sait qu'on a des coûts, que faut-il mettre dans cette fonction de coût? Je prétends qu'il faut mettre notamment pas mal d'anticipation. Première preuve, vous vous souvenez, j'espère, de l'expérience que je vous ai montrée avec la traversée d'une foule statique par un intrus. Vous vous souvenez de ce tunnel qui s'ouvrait devant l'intrus traversant et des déplacements transverses. Si maintenant vous demandez aux participants qui étaient là de ne pas anticiper, ou encore mieux, parce qu'en fait ils trichent un peu, ils anticipent sans le savoir, sans même le vouloir, vous leur demandez de tourner le dos à l'intrus qui va arriver pour être sûr qu'ils n'anticipent pas, vous observez des résultats très différents. À nouveau sur le profil, sur la carte de chaleur de la densité, quand vous enlevez l'anticipation, vous commencez à voir, comme pour les grains, un amas de piétons juste devant le cylindre. Des gens qui sont poussés par l'arrivée de l'intrus, que vous n'aviez à nouveau pas du tout en présence d'anticipation. Les déplacements eux-mêmes, donc la réponse de la foule, va commencer à ressembler à celle de grains, quand vous aurez, une fois que vous avez limité l'anticipation. Autrement dit, à la place de déplacements transverses pour laisser passer l'obstacle, vous allez commencer, sans anticipation, à avoir des déplacements plus radiaux qui ressemblent davantage aux grains. Donc, besoin de mettre de l'anticipation. Comment plus précisément? C'est le fruit des beaux travaux de Karamouzas et ses collègues il y a 10 ans, qui se sont penchés sur les distributions des espacements entre les piétons dans des vidéos empiriques. Donc, des vidéos avaient été publiées, vous avez des foules en situation extérieure, sont mesurées les distances d'espacement entre les personnes. Et il se trouve que cette distribution d'espacement, qui s'appelle la distribution radiale en physique des liquides, elle est contrôlée par l'énergie d'interaction. En tout cas, en physique des liquides, cette distribution des espacements, elle résulte directement de l'énergie d'interaction entre les particules. Comme elle en résulte directement, si on pouvait transposer le cadre,
on aurait des courbes de distribution radiale qui tomberaient toutes les unes sur les autres, autrement dit qui suivraient une courbe de maîtresse en fonction de la distance entre les gens. Manifestement, ce n'est pas le cas. Vous avez là des courbes différentes selon la vitesse V d'approche entre les gens, donc le cadre d'interactions qui dépendent juste de la distance ne fonctionne pas. Ce qu'on dit Karamza, c'est que tant pis, c'est raté pour ces courbes en fonction de la distance en mètres. Ce qu'on va essayer, c'est d'exprimer la distance, autrement on va l'exprimer en secondes. Comment est-ce qu'on exprime une distance en secondes anticipée? En introduisant ce concept de temps anticipé avant collision. Je dis la chose suivante, la question c'est comment est-ce que vous anticipez les collisions? Autrement dit, au bout de combien de secondes vous vous attendez à entrer en collision avec quelqu'un d'autre si tout le monde conserve sa vitesse actuelle? Chose qui obéit en fait à une formule assez simple. S'il y a un temps avant collision, il répond à l'équation que vous avez là, donc c'est quelque chose de mesurable. Qui vous dit juste, okay, je vais entrer en collision avec quelqu'un dans 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes. Et puis, par la magie de leurs travaux, ils observent qu'avec ce petit truc de variable, donc en passant de distance en mètres à des distances TTC, temps avant collision, en secondes, ils arrivent à faire se superposer les courbes. Autrement dit, dans leur interprétation, oui, on peut écrire une énergie d'interaction, un coût d'interaction entre les agents, mais ce coût, il ne faudrait pas l'exprimer en mètres, il faudrait l'exprimer en fonction du TTC, donc en secondes. Et à partir de là, ils peuvent même ajuster une courbe, donc une loi algébrique, loi puissance, de ce coût d'interaction entre agents en fonction du temps avant collision. Ah, très bien, il y a des gens qui ont fait ce travail, de voir ce qu'il faudrait mettre dans le coût, donc suivons-les, essayons nous aussi de proposer un modèle qui s'appuierait sur ce temps avant collision, qui s'appuierait sur d'autres ingrédients élémentaires et de voir à quel point on arrive à simuler de vrais fous. Donc, petit récapitulatif descriptif de ce qu'on va mettre dans le modèle. On a une fonction de coût, on est assez longuement en parler pour pouvoir décrire ce que c'est. Cette fonction de coût que va chercher à optimiser chaque agent, elle inclut tout d'abord la volonté de se mouvoir quelque part. Ça, c'est ce qu'on va décrire par un chlorophylle, un champ du sol, qui nous pousse vers la cible qu'on vise. Enfin, une sorte de tapis qui nous fait glisser, enfin, qui, dans la pente, nous pousse vers l'objectif. Avec seulement ce tapis, on atteindra l'objectif immédiatement, ce qui n'est pas réaliste. Il faut donc inclure un coût biomécanique qui dit que vous ne pouvez pas vous déplacer aussi vite que vous le souhaiteriez. Et enfin, vous n'avez pas non plus envie de changer sans cesse de vitesse, donc il y a une pénalité au changement de vitesse. Et un tout petit peu plus précis, le champ du sol dont je vous parlais, c'est simplement la distance que vous avez à parcourir jusqu'à votre objectif. A priori, assez facile. Le coût biomécanique, heureusement, des expériences en physiologie ont été faites avant nous pour voir combien une personne consomme d'énergie, de dioxygène, selon la vitesse à laquelle elle se déplace. Réponse de ces expériences, vous avez une augmentation quadratique de l'effort, du coût énergétique, avec la vitesse à laquelle vous marchez. Si vous êtes en plein régime ou si vous suivez vos calories, sachez que si vous augmentez votre vitesse, vous allez dépenser V au carré en termes de calories avec V, la vitesse de marche que vous avez. Donc, c'est les premiers ingrédients, vous reconnaîtrez qu'ils sont assez naturels, et que tout aussi naturellement, ils créent un compromis. Un compromis entre quoi? Là où je veux aller, le coût du champ du sol, et la vitesse à laquelle je marche, compromis dont l'optimum se trouve à la vitesse de déplacement. Dans votre cas, sans doute, ça dépend des gens, mais autour de 1,3, 1,4 mètres par seconde. 3 premiers ingrédients naturels, il en manque que 2 dans le coût. Ces deux-là, ces 2 ingrédients qui manquent, c'est les interactions avec nos voisins, dont on a parlé avant. On a parlé du temps avant collision qui décrit le risque avant collision, donc mettons-le. Mettons quoi précisément? Mettons le coût d'interaction qu'ont dérivé Karamazov et ses collègues, la loi algébrique dont je parlais avant en fonction du temps avant collision. Et puis incluons aussi le fait que, même si vous ne craignez pas de collision, vous n'aimez pas vous retrouver à 5 cm de votre voisin. Il y a une sorte de bulle immatérielle autour de vous, dont la violation fait que vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est tout le travail The Hidden Dimension de E.T. Hall dans les années 60, qui montre que vraiment chacun est entouré, selon sa culture, d'une certaine bulle qu'il préfère préserver, même s'il ne craint pas de collision, donc même en statique, à l'arrêt. Image de récapitulatif du modèle avant de vous montrer les résultats.
On va simuler des agents, donc une foule d'agents dans diverses situations, avec une couche décisionnelle qui va optimiser un certain coût, dont je vous ai décrit les ingrédients à l'instant, et donc qui va produire une certaine vitesse, l'optimum, la fonction de coût, vitesse à insérer dans la couche mécanique qui, elle, va résoudre les équations de Newton et donc gérer les cas où les gens seraient en contact, où ils pousseraient dans le même sens pour éviter que les gens se superposent, parce que physiquement, c'est pas possible. Ça nous donnera les positions à l'instant suivant, et puis après, on fait tourner la boucle et on recalcule, on repasse dans ces différentes couches. Beaucoup de paroles, là, je vous propose de vous montrer les résultats directement obtenus avec Iñaki Echeverría Huarte dans notre modèle lambda. Première situation simple, l'évitement dans un couloir, soit d'un obstacle statique en haut, soit l'évitement entre deux piétons qui viennent se croiser. Et vous avez les courbes expérimentales moyennées en gris. Et si vous ne voyez pas trop le gris, c'est parce que le gris est sous les courbes de couleur qui sont les résultats de notre modèle. Mais là, on est assez content. Notre courbe expérimentale de trajectoire d'évitement, avec les 6 paramètres environ du modèle, reproduisent bien la réalité. Et bon, 6 paramètres pour décrire ça, c'est sans doute un peu beaucoup, donc ça marche, mais pas forcément frappant. Ça vaut sans doute le coup de vous montrer un peu à quoi ça ressemble en termes de production du modèle. Vous avez l'évitement d'un piéton statique, vous avez ici la fonction de coût avec la vitesse optimale qui est choisie à chaque fois. Même chose dans le cas d'un évitement d'un piéton qui vous rencontre avec ces cartes-là qui vous montrent le coût selon la vitesse qui sera sélection. Bien, c'est toujours de l'évitement à 2 dimensions. Oui, évidemment. Peut-être que disons un mot. Je vous avais parlé des problèmes liés à l'évitement avec le modèle circulaire des forces sociales. Vous aviez, je vous rappelle, des évitements trop brusques quand les gens ne se rentrent pas dedans à forte vitesse de collision. Ce problème disparaît avec le modèle actuel. Quelle que soit la vitesse raisonnable qu'on demande aux gens d'adopter, ils ont un évitement qui reste réaliste. On a assez parlé d'évitement de piétons. C'est sans doute pas assez pour rendre les choses assez intéressantes. Donc ajoutons des piétons, ajoutons-en au point de créer une foule qui se déplace dans un couloir. Pour l'instant, pour commencer, à sens unique. Dans ce cas-là, ce que le domaine de la dynamique piétonne en tant que sous-discipline des sciences du transport a montré, c'est que quand vous avez un couloir très fréquenté, ou une foule dense, la vitesse de déplacement décroît. C'est assez intuitif parce que vous le rencontrez tous les jours, mais ce qui est peut-être notable, c'est que c'est vraiment un effet collectif. Vous n'allez pas plus lentement parce que devant vous, malheureusement, il y a une personne âgée ou quelqu'un qui se déplace très lentement. Ce n'est pas le cas. La décroissance, elle est plus forte que ça, elle est vraiment liée à l'effet collectif, à la gêne collective qui est occasionnée par la mise en présence de tous ces piétons. Une gêne collective qui est bien décrite dans notre modèle, vous avez relativement bien décrite par le modèle. En rouge ici, par rapport aux données expérimentales, je vous conseille, les données expérimentales sont relativement dispersées. Là, si je ne vous ai pas encore tout à fait endormi, vous apercevez que malgré ce que je vous dis ou ce que je prétends, ce n'est pas si bon que ça à forte densité, donc vers la droite du graphe, quand vous commencez à avoir 3-4 piétons par mètre carré, mais là, ce n'est pas surprenant. Ce modèle, on a utilisé encore les disques, c'était avant le passage aux autres formes, et donc on arrive à des densités où en fait, on voit que les gens ne sont pas vraiment des disques, sauf que on le voit, mais le modèle ne le sait pas, donc vous avez une dissemblance, enfin un écart qui s'opère entre la réalité observée, mesurée, et les prédictions du modèle. Tout le monde allait dans le même sens. Si maintenant les gens commencent à aller dans 2 directions, vous voyez les fils apparaître, donc les rouges là vont vers la gauche, et sans que personne ne leur ait demandé quoi que ce soit, ils se mettent à aller en fil les uns derrière les autres, tandis que les bleus créent d'autres fils. On est content de l'observer, ça rend compte de la réalité, mais je vous en avais déjà parlé pour le premier modèle, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, c'est pas la partie la plus frappante. Peut-être un peu plus frappant, on peut aller vers des scénarios plus compliqués, simuler là une géométrie complexe avec pas mal d'obstacles, avec différents groupes de personnes, ou un modèle un peu plus naïf aboutirait à des choses absurdes, des gens qui restent collés derrière des murs. Dans le pire des cas, des gens qui traversent les murs, ça c'est vu. C'est vu dans le modèle, hein, pas dans la réalité. J'ai pas encore vu ça moi personnellement, mais la complexité de la situation là ne rebute pas au modèle et on obtient des résultats qui à l'œil en tout cas sont réalistes. De manière peut-être plus intéressante pour les comportements, le fait d'avoir inclus une couche décisionnelle apporte des bénéfices en termes de ce que vous pouvez décrire de comportements un peu incongrus. Première incongruité, on va limiter la courtoisie. C'est quelque chose
on pourrait penser, ok, donc c'est pas du tout rationnel dans le sens où on l'a décrit précédemment, c'est pas l'optimum pour vous de votre coup. Maintenant, dans le modèle, comme on a une couche décisionnelle avec cette fonction C qui n'est pas forcément un coût individuel, ce qu'on peut faire, c'est, comme en économie, dire que le coût que je cherche à minimiser, c'est pas juste le mien, c'est le mien, mais je me soucie un peu du coût du voisin, donc je fais porter le coût un peu aux deux. Et c'est ce qu'on a fait en l'occurrence, donc en ajoutant de la courtoisie, en faisant dépendre le coût du monsieur, la personne à droite, là, du coup, que devrait porter la personne à gauche. Ce que vous voyez, c'est quand on augmente cette forme de courtoisie, on a bien un décalage de plus en plus important de la personne courtoise, donc moins, de son comportement le moins courtois en bleu vers le plus courtois en rouge, donc plus de décalage, de manière à ce que la personne à qui fait une politesse ait moins à se déplacer. Donc c'est un effet très comportemental, mais mon message là, c'est vraiment de dire que parce qu'on a une structure de modèle raisonnable, je pense, c'est facile d'inclure des comportements qui sont... je pense que je me ferais... Moi, si je disais que la courtoisie était un comportement déviant, mais enfin, vous aurez compris ce que je veux dire. Autre comportement, peut-être plus déviant cette fois-ci, l'effet de la distraction lié à l'usage de vos téléphones portables, des smartphones, qui a été observé expérimentalement dans l'équipe japonaise de Feliciani et Murakami, en demandant simplement à des gens de se déplacer dans deux directions, dans deux sens différents, en regardant ou sans regarder leur téléphone portable. Et ce qu'ils ont vu, qui correspond sans doute à l'intuition, c'est que l'écoulement se fait d'autant plus chaotique qu'il y a des gens qui regardent leur smartphone. Plus précisément, le chaos de l'écoulement, il n'est pas simplement vu sur les gens qui regardent leur smartphone, et les autres piétons en présence, qui ne sont pas distraits, et donc ils sont soit derrière, soit en face de la personne avec son smartphone, en subissent aussi les conséquences, en pâtissent aussi. Ce qu'on voit avec là, la courbure des trajectoires, en gros combien de trajectoires chaotiques avec d'énormes guillemets. Et vous voyez que par rapport par défaut en jaune sans distraction, la présence de quelqu'un avec son téléphone va augmenter le chaos, en guillemets, la trajectoire pour les personnes qui regardent le téléphone, mais aussi pour les autres qui marchent soit dans le même sens, soit dans l'autre sens. C'était les données expérimentales, et le modèle reproduit relativement bien, pas tout à fait quantitativement, mais semi-quantitativement, cette augmentation du chaos des trajectoires en présence de personnes qui regardent leur smartphone, avec une implémentation d'un modèle très simple. C'est quoi être distrait par son smartphone? C'est juste regarder les alentours moins souvent, donc actualiser moins souvent la couche décisionnelle dont je vous parlais avant. On garde exactement le même modèle, on dit juste que la couche de décision, à la place d'être actualisée toutes les 0,1 seconde, sera actualisée toutes les 0, en l'occurrence 3 secondes, parce que il semblerait que les gens distraits par leur smartphone mettent 3 fois plus de temps à réagir par rapport aux autres. Et ce petit changement de fréquence d'actualisation conduit à un accord, à nouveau, pas tout à fait quantitatif, mais semi-quantitatif dans le chaos que vous créez dans les trajectoires. Okay. On rembobine un peu. Je vous ai parlé d'anticipation et peut-être avez-vous été un peu déçu que pour moi l'anticipation se soit résumée pour l'instant à dire que plutôt que des distances, on allait faire interagir les gens en fonction d'un temps anticipé avant collision. Parce que c'est une vision de l'anticipation peut-être un peu trop restreinte pour vous. Donc essayons de faire mieux, et pour faire mieux, regardons ce qu'on a fait. J'aime bien ces diagrammes, donc je vais vous demander, ça dépend du champ dont vous venez, mais c'est plus ou moins facile pour vous de comprendre ce que j'ai essayé de dessiner là. C'est les trajectoires vues dans l'espace-temps. Autrement dit, chaque couche horizontale, c'est vraiment l'espace. Là, vous pouvez. Mais en revanche, la flèche verticale, c'est le temps. Quand vous montez sur la flèche, vous allez vers le futur. Donc, en gros, si vous voulez rajeunir, vous baissez les yeux vers le bas, et ça jouera le tour. Un modèle sans anticipation, un modèle purement réactif, c'est un modèle où la vitesse choisie dans le présent par les gens dépend juste des positions de chacune des autres personnes. Autrement dit, on ne se soucie pas de leur futur, on prend leur trajectoire actuelle, ce qui fait que c'est comme si on les prolongeait verticalement, on ne les fait pas se déplacer dans le futur. Ce que nous avons ajouté avec le temps avant collision, c'est qu'on dit que, non, on fait un peu mieux. Le présent de chacun, le choix présent de chacun, va dépendre du prolongement linéaire des tubes de chacun. On prolonge les tubes avec la vitesse observée par les voisins. À partir de là, on mesure un temps avant collision. Le temps au bout duquel on obtiendra une collision avec ces deux tubes, et c'est ça la variable de temps avant collision que je vous ai décrite un peu avant qu'on intègre dans le modèle. Mais là, c'est facile de voir qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. Plutôt que prolonger linéairement les tubes,
on peut essayer de les prolonger sous la forme de tubes qui vont être plus de trajectoires curvilignes, en étant vraiment dans un cadre de théorie des jeux où on va chercher la meilleure trajectoire pour soi, sachant que le voisin va aussi optimiser sa trajectoire, mais il l'optimise comme ceci un piéton, en sachant que vous-même optimisez votre trajectoire en fonction de ce qu'il va faire, en fonction de... Bref, c'est de la théorie des jeux, vous avez comme ça une boucle infinie où chacun optimise, anticipe ce que vont faire les autres, qui eux-mêmes anticipent ce que vous allez faire. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec Alexis Rollin-Foissac, sauf que les équations sont a priori très opaques et compliquées à résoudre pour des tubes tellement. Donc l'idée originale que nous proposons, que nous avons proposé, c'est de dire que si vous discrétisez ces tubes avec des monomères, des grains d'espace-temps, vous obtenez des objets comme ça qui sont des sortes de chaînes de grains d'espace-temps, de positions successives. Ça fait vraiment penser à des polymères. C'est des chaînes, des ressorts, des verres si vous préférez. Heureusement, il y a tout un domaine de la physique, de la physico-chimie qui s'intéresse aux polymères. Donc, ce que nous faisons avec Alexis, ce qu'Alexis fait, c'est de se servir des outils de la physique des polymères pour décrire des piétons. Désolé si ce que je viens de dire a l'air un peu trop technique, mais il y a quand même une idée absolument fondamentale. Là, c'est que vous dimensionnalisez, vous spatialisez le temps. Le temps dans lequel vous vivez, là, vous l'avez plongé dans l'espace, vous le considérez comme une dimension supplémentaire de l'espace. Pour le dire encore autrement, étudier un mouvement avec anticipation dans un espace à 2 dimensions, ça revient à étudier des objets dans un espace à 2 plus 1, donc 3 dimensions. En fait, c'est un concept qui apparaît aussi dans un domaine tout à fait différent de la physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre avant de conclure? Je ne vais pas vous donner les ingrédients des modèles, contrairement au modèle précédent, mais là, l'idée, c'est que vous avez des positions. Merci Émilie Josse pour l'illustration. Vous tracez leurs polymères que vous allez faire interagir, donc leur trajectoire anticipée future, un peu après, un peu encore après dans le futur, encore après dans le futur. Et tous ces tubes ainsi créés, vous les faites interagir entre eux pour dire que les trajectoires qu'anticipent les gens, c'est des trajectoires qui sont en interaction. Et puis comme le futur est plus incertain que le présent, vous augmentez le gigotement, la manière de gigoter des piétons dans le futur. Autrement dit, pour des polymères, ça revient à augmenter leur température. Vous simuler des objets qui sont chauds vers le haut, parce que le chaud est très incertain et gigote beaucoup. C'est en cours de réalisation, donc c'est tout à fait confidentiel. Ce sera diffusé en ligne, donc je ne vous montre pas encore beaucoup de résultats. Le message, c'est on est assez content, ça marche quand même assez bien, même dans des situations où il y a beaucoup d'évitement à faire, comme ce petit scénario où les gens ont vraiment à choisir par où ils vont passer entre les deux poteaux, à droite du premier poteau, à gauche du suivant, et entre autres situations. On est passé d'un modèle purement physique au constat qu'il y avait besoin d'inclure une couche décisionnelle dans le modèle, couche décisionnelle dans laquelle on aurait forcément de l'anticipation parce qu'il faut rendre compte des résultats expérimentaux observés, soit un petit peu d'anticipation avec le temps avant collision, soit encore plus avec les verres, les polymères dont je viens de vous parler. Il reste encore fort à faire dans ce prolongement. Et pour conclure, je vous propose plutôt un pas de côté en adoptant une autre perspective sur ces questions de foule. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est piéton-centrique dans un certain sens, à savoir qu'on cherche à décrire quantitativement le comportement d'un piéton universel. Donc, dans toutes les dimensions, idéalement, notre fonction de coût serait une fonction parfaite qui rendrait compte de ce que ferait chacun d'entre vous pour qu'on ait juste les paramètres de cette fonction dans toute situation. Peut-être un peu ambitieux. Donc, plutôt que faire ça, le changement de perspective que je vous propose, c'est de se dire que oublions ce piéton universel. Disons plutôt que ce qu'on va mettre au centre dans notre ligne de mire, c'est la situation d'écoulement de la foule. C'est elle qui va être primordiale. Et puis, on aura également des piétons adaptés à cette situation plutôt qu'un modèle entièrement universel. Il en reste à quantifier la situation, à décrire la situation dans laquelle le piéton se trouve. Et pour cela, puisqu'on a parlé aux économistes un peu avant, on peut parler maintenant aux gens de la mécanique des fluides, en nous rendant compte que ce qu'ils font, eux, c'est de proposer des quantités adimensionnelles, des grandeurs sans dimension, pour dire, par exemple, si le nombre de Reynolds est élevé, on va être dans un écoulement turbulent, s'il est faible, on va être dans un écoulement plutôt laminaire. On pourrait faire pareil dans les foules. Évidemment, on ne va pas se servir exactement du nombre de Reynolds, on va proposer d'autres nombres sans dimension, mais l'idée, c'est de
classifier, de quantifier les scénarios pour avoir un type d'écoulement adapté à chacun. Plus précisément, les nombres sans dimension que nous avons proposés avec les Coq-Cordes, il y en aurait a priori une infinité, mais on a proposé deux majeurs, le nombre d'évitements, qui quantifie la volonté de chacun de préserver la bulle sociale dont on parlait avant. On dit si quelqu'un est proche de moi, mon nombre d'évitements, mon nombre d'intrusion sera grand, ce qui veut dire que je ne suis pas très content parce qu'il empiète sur mon espace privé. Et puis, nous en avons aussi parlé, il y aura un nombre d'évitements qui quantifie le risque de collision que j'anticipe, et là, qui va dépendre du TTC. C'est la vision simple. Deux grandeurs sans dimension, donc la possibilité de tracer un diagramme en deux dimensions en fonction de ces deux grandeurs, intrusion et évitement, dans laquelle on va mettre la pléthore de données expérimentales qui ont été récoltées par nous et des collègues, surtout par des collègues que j'avais remerciés par nous-mêmes, donc ce qui va nous permettre de classifier, un peu comme en mécanique des fluides, les différentes situations en fonction des valeurs de ces nombres sans dimension. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un effet de classification, en fait, une zéologie, si vous voulez, des écoulements de foule, en disant que voilà, ces écoulements-là, c'est des écoulements en extérieur, où ce qui compte, c'est surtout l'évitement, et pas trop l'intrusion. En fait, il y a plus. On ne fait pas que de la zoologie, même si c'est très bien la zoologie. On montre que selon le scénario dans lequel vous vous trouvez, selon la situation, il y aura un arrangement différent de la foule. Pour les scénarios en extérieur dont on parlait tout à l'heure, donc Karamazov et autres parlaient tout à l'heure, l'arrangement il se fait dans un espace des temps TTC avant collision. Donc vous voyez l'arrangement si vous tracez les courbes en fonction du temps avant collision. A l'inverse, dans des situations comme celle en haut à gauche du diagramme, où prime le nombre d'intrusions sur le nombre d'évitements, l'arrangement de la foule se mesure dans l'espace réel. C'est un arrangement en distance dans ce cas-là. Autrement dit, quand vous êtes dans une salle d'attente ou dans une file, ce qui compte pour vous, c'est pas tant le risque de collision avec la personne derrière, c'est à quelle distance vous vous trouvez de cette personne. Et donc vous avez une organisation un peu cachée, moins cachée de la foule en fonction de ces distances. Bien, il est temps, je pense, de tout remplir. Ce que j'ai essayé de faire dans cet exposé, c'est de vous balayer sur la base de nos travaux en dynamique des foules, des possibilités d'approche de systèmes où le comportement humain compte beaucoup, pour voir à quel point on peut élargir le cas de la physique, le faire sauter aux coutures autant que nécessaire pour y inclure ces comportements humains. Nous sommes partis d'un cadre très physique, très granulaire, le modèle des forces piétonnes, en voyant ses limites dès qu'il y avait un peu d'anticipation, en montrant qu'il avait besoin d'être étendu à un cadre plus de type économie, donc avec des coûts individuels plutôt qu'une énergie globale, coûts individuels dans lequel il y aura besoin d'anticipation pour rendre compte de la réalité, soit au plus bas ordre avec les temps anticipés avant collision, soit un peu au-delà avec une véritable théorie des jeux qu'on peut décrire notamment avec des polymères, de la physique des polymères. Bien, je vais presque m'arrêter là. Avant les remerciements, je vous avais dit au début que je faisais une introduction un peu non conventionnelle, dans le sens où je ne parlais pas des applications. Je vous montre juste des images maintenant de ce qu'on vend, entre guillemets, dans le sens de ce qu'on peut faire avec les modèles qu'on développe, soit vraiment simuler directement des flux piétons, évidemment, soit, comme il y a quelques années avec Simon Mendes, se servir des observations sur les foules pour les coupler à des modèles de propagation virale, de transmission des aérosols. Je suppose que vous devinez la période pendant laquelle ces études ont été faites, sinon vous avez la mémoire peut-être un peu courte. On peut ensuite s'intéresser à autre chose que des piétons, comme ce que nous faisons avec Maxime Stapel, en cherchant à adapter l'infrastructure urbaine à la présence de différents modes actifs, piétons évidemment, vélo et trottinette, ou bien encore à aménager l'espace urbain pour mieux faire face aux vagues de chaleur, aux périodes caniculaires, en cherchant comment positionner optimalement les solutions de rafraîchissement, ce que nous faisons avec LGE. Bon, évidemment, j'ai cité quelques noms, mais permettez-moi de les reciter parce qu'ils ont fait partie importante de voir tout le travail. Oscar Dufour qui a fait sa thèse avec moi et avec David, René Iñaki Echeverria Huarte qui a maintenant son poste à l'Université de Navarre à Pamplune, Alexis Roland-Fossac, Maxime Stapel qui sont actuellement en thèse avec moi, et Jacob Cordes qui a soutenu sa thèse à l'Université de Cologne il y a quelques années. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc j'imagine qu'il y a plein de questions. En principe, traditionnellement, on commence par les questions en ligne. Les questions de Pablo. Allez hop, Pablo.
Juste toi, pardon, c'est moi qui le lis, c'est ça? Oui, 2 secondes, je dois... Désolé, vous allez voir sans doute une... La préciser si tu veux, mais... Oui, c'était à craindre, désolé.